Bon vendredi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Au sommaire de cette édition, le Gabon qui est appelé à redoubler d'efforts pour améliorer davantage ses performances économiques. C'est une exhortation du FMI. La Banque mondiale finance l'accès au logement abordable au Kenya. Elle compte débloquer près de 250 millions de dollars. Enfin, la Chine va offrir à la nouvelle capitale administrative égyptienne un centre d'affaires pour 3 milliards de dollars. Le Fonds monétaire international donne un satisfecit aux performances économiques réalisées par le Gabon. Au terme d'une mission réalisée dans le pays ces derniers jours, le FMI salue les efforts donc réalisés, mais réclame encore plus d'endurance pour réussir à relancer l'économie du pays. Il y a des progrès importants qui ont été réalisés, mais beaucoup reste à faire afin que les populations ressentent davantage les fruits des efforts consentis par le pays. Ainsi s'exprimait le chef de mission d'une délégation du Fonds monétaire international en fin de séjour au Gabon. Boalo Yaïdou Loko soutient que sa mission, qui est venue faire le point sur la situation macroéconomique du Gabon et sur les programmes conclus entre le Gabon et le Fonds monétaire international, est satisfaite des performances économiques réalisées par le Gabon, mais réclame encore plus d'efforts pour réussir à relancer l'économie du pays. Selon les prévisions de l'institution, en 2019, la croissance du produit intérieur brut réel du Gabon sera de 3,1% nettement en hausse par rapport à 2018 où elle s'était établie à 1,2%. Pour rappel, le Gabon, dont l'économie subit le choc de la chute des cours des matières premières intervenue en 2014, a conclu en décembre 2017 un programme d'appui budgétaire assorti d'une enveloppe de 642 millions de dollars avec le Fonds monétaire international. Depuis, l'institution de Bretton Woods soumet le pays à une série de revues assorties de recommandations. Le déficit budgétaire de l'année 2018 s'est établi à 7,5% du produit intérieur brut en Zambie. Selon la ministre zambienne des Finances, ce chiffre a dépassé les prévisions de 7% attendues pour l'année dernière. Ceci malgré les mesures d'austérité adoptées par le gouvernement au mois de juin dernier. Le déficit budgétaire annoncé intervient plusieurs semaines après la notification d'une hausse de près de 15% de la dette publique de la Zambie qui atteint 10,05 milliards de dollars à la fin de l'année 2018. Il faut ajouter que ce pays qui souhaite bénéficier d'un programme d'aide du Fonds monétaire international essaye de réduire le poids de sa dette et d'assainir ses finances publiques après que cette institution ait rejeté sa demande de financement en février 2018. Et pour 2019, de nouvelles mesures seraient mises en place selon les autorités du pays pour abaisser le déficit budgétaire à 6,5% du produit intérieur brut. Direction maintenant le Ghana. Les États-Unis vont financer le projet One District, One Factory pour un coût global de 300 millions de dollars. Ce nouveau financement devrait être débloqué via la United States of America Export-Import Bank sous forme de garantie. L'objectif est de permettre aux clients de la Ghana Import-Export Bank de bénéficier des dites garanties pour l'achat de machines et d'équipements aux USA pour leurs usines. 300 millions de dollars, c'est la somme que les États-Unis d'Amérique vont débloquer au profit du projet One District, One Factory au Ghana.
prévu pour être remis sous forme de garantie par la United States of America Export-Import Bank. Ce nouveau financement sera mis à la disposition des clients de la Ghana Export-Import Bank, dont les clients pourront ainsi bénéficier de garanties pour l'achat de machines et d'équipements aux USA pour leurs usines dans le cadre de l'initiative One District, One Factory. Cette initiative, créée en 2016 par le gouvernement du président Akufo-Addo, vise à accélérer l'industrialisation de l'économie ghanéenne via la construction de nombreuses usines de fabrication au Ghana. Les garanties accordées aux entreprises seront plafonnées à un montant maximum de 10 millions de dollars. De quoi permettre aux bénéficiaires d'adopter les technologies et équipements américains de pointe et de les financer à des taux compétitifs. Elles pourront ainsi croître, devenir plus compétitives, embaucher plus de travailleurs et payer des impôts qui peuvent financer le développement du pays. Le Kenya va, lui, bénéficier de près de 250 millions de dollars de la Banque mondiale pour financer l'accès au logement abordable. L'objectif est d'accorder des prêts à long terme et au taux très avantageux aux Kenyans désireux d'obtenir un logement. Le projet devrait permettre de tripler la proportion de ménages urbains ayant accès à un prêt immobilier. Il vient en appui au programme du Big Four Agenda du président Uhuru Kenyatta qui vise à assurer aux Kenyans l'accès à quelques 500 000 logements en 5 ans. De quoi donc combler le déficit croissant de logements qui est actuellement estimé à 200 000 logements par an et devrait passer à 300 000 d'ici 2020 dans le pays. Il faut dire que 545 millions de dollars devraient être mobilisés pour ce programme au cours de l'exercice fiscal en cours. La nouvelle capitale administrative de l'Égypte va bientôt disposer d'un centre d'affaires dont la construction sera financée par la Chine à hauteur de 3 milliards de dollars. Ce financement sera débloqué via la Banque industrielle et commerciale de Chine. Avec près de 20 tours, dont une de 385 mètres qui devrait être la plus haute d'Afrique, le centre d'affaires de la nouvelle capitale administrative égyptienne va coûter 3 milliards de dollars. Sa construction sera financée par la Chine sous forme de prêts via la Banque industrielle et commerciale chinoise. Ce financement succède à de nombreux autres accordés à l'Égypte par le gouvernement chinois qui multiplie ses investissements dans la région dans le cadre du projet de la nouvelle route de la soie. Un premier décaissement de 834 millions de dollars devrait être effectué pour couvrir les dépenses de conception et de construction de 7 tours sur une superficie totale de 600 000 mètres carrés. Pays de l'Afrique du Nord-Est considéré comme un pont entre le continent noir et le Moyen-Orient, l'Égypte a lancé depuis 2015 un projet de construction de sa nouvelle capitale administrative. Prévu pour un coût total de 43 milliards d'euros, soit 48 milliards de dollars, la nouvelle ville en cours de construction à 45 km à l'est du Caire devrait permettre de désengorger l'actuelle capitale égyptienne, ville la plus peuplée du continent. Je vous propose maintenant une petite escale à Dakar au Sénégal où des bureaux de coworking commencent à s'installer. Les bureaux de coworking sont des espaces qui mettent à disposition, moyennant un prix, des cadres de travail bien équipés, bureaux, meubles, connexion Wi-Fi, salles de réunion ou des espaces de travail qu'on appelle des open sites. Le client a la possibilité de se louer un espace par heure, par jour, par semaine ou même par mois qui lui servira de bureau et où il peut recevoir des clients ou travailler. Il faut dire que ce système qui a vu le jour aux États-Unis avant l'Europe commence à arriver sur le continent africain et désormais à Dakar, de nombreux Sénégalais évoluant pour la plupart à leur propre compte peuvent expérimenter cette alternative au bureau classique qui impose, vous le savez, un investissement considérable au niveau de la trésorerie.
Arnold est consultant indépendant depuis 5 ans en ressources humaines. Il recrute pour plusieurs entreprises de la place. Faute d'avoir un bureau, il travaillait chez lui à domicile et avait de la peine à se concentrer dans cet environnement familial. Mais depuis 6 mois, il fréquente l'espace coworking Freepencer. Dans cet environnement, Arnold a trouvé un cadre de travail calme, serein et équipé. En venant ici, on a des bureaux, on a une offre, service, bureau, Wi-Fi, et tout est déjà là à notre disposition à tout moment. Deuxièmement, au niveau du prix également, parce que nous faisons une profession libérale et souvent on a besoin de diminuer les prix par rapport au matériel qu'on utilise. Comme Arnold, des milliers de Sénégalais fréquentent aujourd'hui les espaces coworking. Ici, les bureaux de Freepencer ne désemplissent pas de monde. Les jours de pic, l'espace peut recevoir jusqu'à 35 personnes. Des professionnels de tous secteurs d'activité et de profils différents. Pourquoi j'ai décidé donc de mettre en place un bureau de coworking à Dakar? Parce que je juge que la fibre entrepreneuriale ici se développe à un rythme exponentiel. Et puis, ce genre d'endroit permet franchement donc de développer des idées et puis donc pousser ces projets et puis ces personnes donc qui travaillent tous ensemble, ça nous tire tous vers le haut en fait. C'est tiré vers le haut, les espaces de coworking les permettent exactement. Pour cela, à Freepencer, l'une des priorités est aussi de créer des liens et de les consolider. Cela se passe autour des déjeuners partagés et des parties de pizza comme aujourd'hui. Et ces genres d'endroits constituent un endroit idéal pour être en contact beaucoup plus facilement. On échange, on mange ensemble, on rigole ensemble, on boit ensemble, mais aussi ça nous permet aussi d'échanger sur le travail. Les espaces de coworking continuent d'émerger à Dakar, une tendance venue du continent américain et qui s'adapte très bien sur le continent. Et pour finir ce journal, un mot sur le Good Country Andes. Il s'agit d'un classement de 153 pays qui évalue la contribution de chaque État au bien de l'humanité. Quels sont les pays qui tiennent la tête de peloton en Afrique? Lesquels sont à la traîne? Élément de réponse dans ce reportage. L'Afrique du Sud est le premier pays africain qui sert les intérêts de son peuple tout en faisant avancer les intérêts des peuples des autres pays également, selon le classement Good Country Index. La nation arc-en-ciel est suivie de Maurice, classé 2e, et du Kenya, classé 3e. Viennent ensuite dans le top 8 africain l'Ouganda, la Tunisie, le Malawi, le Sénégal et le Maroc. Au plan mondial, le classement est respectivement dominé par la Finlande, les Pays-Bas, l'Irlande, la Suisse et l'Allemagne. Les 5 derniers pays sur les 153 étudiés sont la Suriname, le Yémen, la Mauritanie, la Libye et enfin l'Irak. Le classement Good Country Index s'appuie sur une batterie de 35 indicateurs distincts, principalement fournis par différents organismes onusiens et la Banque mondiale. Ces derniers sont combinés en 7 catégories, à savoir sciences et technologies, culture, paix et sécurité internationale, ordre mondial, planète et climat, prospérité et égalité, santé et bien-être. Ainsi, sur la base d'un large éventail de données provenant des Nations Unies et d'autres organisations internationales, il est fourni à chaque pays un bilan indiquant en un coup d'œil si c'est un créancier net de l'humanité, un fardeau pour la planète ou un autre élément intermédiaire. Le classement Good Country Index ne formule aucun jugement moral sur les pays étudiés. Et voilà qui met un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie bien sûr des programmes de SICA et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie lundi à la même heure.